Bonjour à tous, Bonjour. bienvenue pour ce nouvel épisode du podcast Manager sans s'épuiser. Et encore une fois, je suis avec Johan. Salut, Salut Clara. ça va? Ça va très bien et toi? Encore un changement de décor. Oui. Alors, par contre, on est toujours à l'ESP qui nous prête son studio d'enregistrement et de podcast. Donc, merci à eux de nous accueillir pour le tournage de ces épisodes. Qu'est-ce qui s'est passé depuis la dernière fois? On a déjà publié un épisode du coup sur la prévention de la santé mentale avec Justine, qui est infirmière santé au travail. Et là, on reprend les thèmes un peu plus managériaux. Oui, et on a voulu s'appuyer sur nos expériences vécues pour détailler ce qu'il faut faire, ce qu'il ne faut pas faire, parce que Clara et moi, dans notre vie de manager, on en a fait des choses qu'il ne fallait pas faire. Du coup, on va essayer de s'appuyer sur ça pour détailler et puis expliquer surtout les effets de la communication sur les émotions des collaborateurs. Ouais, là, aujourd'hui, on voulait vous parler de feedback, notamment. Comment faire un feedback, comment on l'organise, comment on se prépare aussi au feedback et comment on fait pour que justement des feedbacks négatifs deviennent de plus en plus naturels et avec moins de pression derrière pour les faire. Ça peut être aussi un petit peu comment les accepter, les feedbacks difficiles aussi, parce que ça, c'est un sujet. Donc, comment la manière de communiquer peut avoir un impact sur l'engagement des équipes. Et ça va être un épisode, je pense, spécial anecdote. Oui, et on va commencer tout de suite. Et le premier conseil que j'ai envie de dire, parce que du coup, je vais me permettre de le dire parce que je faisais exactement tout l'inverse, c'est d'essayer d'être le plus clair possible, notamment au moment de l'annonce du feedback à venir. Je vais donner un exemple très clair. C'est que moi, j'étais le spécialiste, le matin, arrivé au travail, de retrouver mes équipes et quand j'avais quelque chose d'important à dire à l'un d'entre eux, je le prenais et je lui disais ce serait bien qu'on se voit ce soir à 17h. Ouais. Donc comme ça, il avait le temps de stresser vraiment toute la journée jusqu'à 17h, savoir ce que tu aurais à lui dire. C'est absolument horrible, surtout que c'était aussi un peu volontaire. C'était de se dire, tiens, je vais lui annoncer le matin qu'on va le voir le soir, comme ça va lui permettre de réfléchir, mais sans lui dire quoi, pourquoi, comment. Mais en fait, ça n'a absolument aucun sens. Et effectivement, le fait de ne pas être clair sur le pourquoi on se rencontre, finalement, ça va venir à vraiment brouiller le message du soir et c'est presque dangereux. Pourquoi je dis ça? Parce que dans 90-95% des cas, ce qu'on a annoncé, c'est pas quelque chose de très grave. Ouais, c'est ça. Ouais. Et aujourd'hui, nous, on est indépendants, donc on a la chance de prendre énormément de recul par rapport à ça. Ouais, mais même en étant Mais indépendant, tu vois, on se fait aussi du feedback tous les deux. on se fait du feedback, mais c'est pas la peine de mettre une journée de suspense pour dire aujourd'hui, t'es arrivé en retard. Ou tiens, le client un tel il m'a appelé, il est pas très content de tel ou tel service. Ça met juste les gens dans une position extrêmement mal à l'aise. Et en général, quand c'est comme ça le soir, ça se passe pas très bien. Voilà. Donc moi, le premier conseil que j'ai à donner, c'est ça, c'est d'essayer d'être le plus clair possible. Et avant de faire un feedback, faut bien l'annoncer qu'on va se voir. Et faut dire pourquoi. Écoute, je vais donner des prénoms avec des gens qui vont se reconnaître. Écoute Arthur, j'ai besoin de te voir ce soir à 17h parce que ça fait 2-3 jours que tu es en retard et j'aimerais qu'on puisse échanger là-dessus. Voilà. Pour le coup, lui, c'était pas le plus en retard en plus. Non, c'est pour ça que je me Pardon, permets de le Arthur. dire. Excuse-moi Arthur. Il y en avait d'autres. Je vais peut-être changer de prénom. Oui, je me souviens de par exemple... je lui fais un petit coucou à notre ami Diogo, qui arrivait lui pour le coup extrêmement en retard, mais pour une bonne raison. Mais le fait de l'annoncer et de lui dire on va se voir ce soir pour ce sujet-là, au moins il sait que c'est pas quelque chose de très grave. Oui, c'est ça. Annoncer le sujet, même si effectivement le but c'est pas forcément d'avoir des conversations sur le moment même avec tout le monde. Le moment s'y prête peut-être pas, mais effectivement dire voilà, t'es encore arrivé en retard ce matin, ça pose problème parce que tes clients en rendez-vous avec toi, ils attendent 15 minutes après toi ou j'en sais rien. Ça peut être un vrai problème en vrai le retard. Et d'ailleurs, ça me fait penser, j'ai écouté un podcast, ça c'est ta phrase préférée, sur justement les gens en retard. Et, Oui. Je vais te l'envoyer parce que on a tendance à leur en vouloir, les gens qui sont tout le temps en retard, mais en fait,
pathologiquement, ça s'explique. Certainement. Et il y en a en fait qui font pas exprès et qui peuvent pas faire autrement. Enfin bref. Je mettrai, si vous voulez, le lien en description de ce podcast sur les retards, parce que ça, c'est un vrai sujet aussi quand même en entreprise, de gérer justement ça, les retards chez les gens. Ça peut vraiment énerver et agacer toute une équipe ou une partie de l'équipe, et ça peut être un vrai sujet. Donc, je mettrai en description de l'épisode, c'est Louis Média qui le produit, je crois, c'est le podcast Émotion sur le retard. Il est sorti la semaine dernière. Allez, on va l'écouter. Et tout ça pour dire que oui, en effet, enfin... Rien ne n'empêche de dire, bah voilà, j'aimerais bien qu'on se voit ce soir pour parler de ta capacité à arriver à l'heure, de la complexité pour toi d'arriver à l'heure. Donc on va en parler ce soir. Ça évite effectivement de faire stresser la personne toute la journée. Bon, à la limite, elle peut savoir que ça va pas être un moment forcément agréable, mais déjà, elle peut se préparer aussi en amont à bien recevoir l'information. Et ensuite passer sa journée en se disant bon voilà, il m'a pas dit qu'il voulait me voir ce soir et je sais pas pourquoi. Là pour le coup je sais quoi. Exactement, et on en arrive tout de suite du coup au deuxième sujet, c'est de doser le niveau de gravité quand on fait un feedback, parce que on a une tendance naturelle en entreprise à voir des choses graves partout, là où il y en a pas forcément. Je vais reprendre les exemples qu'on a rencontrés et que moi je connais bien, qui est le milieu du commerce. Si sur une journée on n'a pas eu le temps ou oublié de remplir le CRM et qu'on fait le lendemain, c'est pas quelque chose de grave. J'ai eu le cas chez un client d'une panne qui a craqué un site de e-commerce le jour du Black Friday. C'est grave. Oui. Et là, effectivement, on va pouvoir mettre des choses en place pour, une fois l'incident passé, traiter un feedback de manière j'allais dire professionnel, mais avec la gravité attendue, qui est des dizaines, des vingtaines ou peut-être plus de milliers d'euros perdus chez un client parce qu'il vend des vêtements et c'est le jour du Black Friday et le site il craque ce jour-là. Voilà, ça nous est arrivé en pleine formation chez un client. Donc on l'a vécu en direct. Et voilà, en tout cas... doser, c'est extrêmement important et ça sert à rien de mettre les gens mal à l'aise pour des petits sujets ou de les faire paniquer pendant une journée pour pas grand-chose. Ouais, et moi j'ai une autre anecdote qui me vient en tête, c'est quand on parle de ces feedbacks-là, c'est aussi attention aux feedbacks qui peuvent vraiment nuire à la motivation. Si je prends moi mon exemple perso de ce que j'ai vécu avec mon manager à l'époque, j'étais en alternance et c'était la fin de mon contrat d'alternance, donc la fin de mon master. Et moi j'avais envie de rester dans cette entreprise en CDI derrière. Et au-delà d'avoir envie de rester, j'ai aussi été diplômée l'année du confinement, l'année du Covid, et que sincèrement, pour trouver un travail à ce moment-là, c'était un peu, et même vraiment beaucoup la galère. Donc j'avoue que je comptais beaucoup sur l'entreprise dans laquelle j'ai fait mon alternance pour au moins me recruter en CDI derrière, pour pas être sans rien en fait après mon diplôme. Et avec mon manager de l'époque, du coup, au moment où on s'organise du coup ce point pour parler de l'avenir et de la suite, donc moi je lui expose que j'ai envie de rester, que j'aime bien les missions qui me sont proposées, que je me vois bien évoluer ici, que je m'y sens bien, je me sens bien avec les équipes, etc. Donc voilà, moi s'il est partant, je serais partante pour rester après l'alternance, après mon diplôme. Et douche froide, parce que j'avais jamais eu un feedback négatif sur les 2 ans d'alternance. Vraiment, on me disait que mon travail était très bien fait, qu'on était satisfait, on me confiait de plus en plus de tâches, j'avais de plus en plus de responsabilités, etc. Donc j'avoue que j'étais un peu partie du principe que c'était gagné d'avance, surtout qu'il y avait un poste vacant à ce moment-là. Et puis ouais, ça a été la douche froide parce que il m'a dit que, droit dans les yeux, que si je lui avais posé la question 2 mois auparavant, il m'aurait certainement dit non. Mais que pendant le confinement, j'avais bien travaillé. Et je m'étais vraiment arrachée pour le coup. Mais bon, comme ça, voilà, il avait vu qu'il pouvait me faire confiance, mais il fallait pas trop que je prenne la confiance quand même. Et du coup, il m'a dit oui. Mais si ça avait été 2 mois plus tôt, je t'aurais dit non. Alors que sincèrement, encore maintenant, je le pense, c'était pas justifié. S'il avait dit non 2 mois avant. C'était vraiment un excès de zèle.
Et voilà, donc du coup, il m'a recruté derrière, mais ça a été vraiment la douche froide. Parce que j'ai senti que c'était pas du tout légitime. Enfin, sincèrement, et pour le coup, on peut dire que j'ai confiance en moi ou ce genre de choses, mais je pense pas avoir un excès de confiance en moi pour me dire que c'était totalement gagné d'avance. Mais en fait, ce feedback négatif-là, en me disant ouais, bah, si tu m'avais posé la question 2 mois plus tôt, je t'aurais dit non parce que c'était pas assez bien, et que maintenant, bah, vu que tu as bossé d'arrache-pied chez toi pendant le confinement jusqu'à 23h, ouais, ok. Bon, bah en fait, ça a cassé un truc directement. Et en fait, moi qui voyais ça comme une bonne nouvelle d'être recrutée après mon alternance et de signer mon premier CDI, bah, ça a été complètement gâché. Ouais, eh ben, je comprends tout à fait. Et en fait, je pense que c'est une technique de management un peu à l'ancienne, Ouais, de se dire on va annoncer une bonne nouvelle, mais on va quand même pas en faire trop, parce qu'il faut pas que cette personne elle prenne trop la confiance quand ouais, même. c'est ça. Alors, quand on prend un peu de recul, on se dit mais ça n'a absolument aucun sens Ben non. de faire quelque chose comme ça. Mais c'est encore très répandu, hein, de se dire ok, tu as la promotion, mais bon. J'avais pas vraiment le choix, ou ok, je te la donne, mais fais gaffe quand même. Mm. Fais gaffe à quoi, en fait? C'est ça, c'est qu'en fait, Euh, il me mettait en garde de quelque chose pour lequel j'avais jamais été mise en garde non plus avant, en fait. Donc déjà, il y a ce problème de effectivement contrebalancer par un truc, là pour le coup, pas, pas petit, c'était un gros truc Bah oui. négatif. Qui avait jamais été sorti avant. Et en plus de ça, c'est vraiment, ouais, c'est ça, comme tu dis, c'est le fait de tout de suite, c'est rabaissant. C'est rabaissant, et ça me met justement pas en confiance. Alors que je devrais arriver en confiance quand même sur mon poste, sur mes capacités, sur l'entreprise qui me recrute. Et en fait, j'ai l'impression que toute la confiance, elle a été perdue à ce moment-là. Ouais, et ça c'est un autre sujet du feedback, c'est que beaucoup Mm. aussi de managers euh, partent du principe que les collaborateurs sont pas engagés par principe, ou sont pas complètement, on va dire, motivés Mm. par toutes les missions. Et donc, il y a ce petit truc dans la tête qui fait dire il faut que je le maintienne sous pression Mm. en permanence. Il n'y a pas besoin. Je veux dire, quelqu'un à qui on a une bonne nouvelle à annoncer, ça sert à rien de le maintenir sous pression. Déjà, ça marchera pas. Vous allez juste mettre un stress supplémentaire là où il n'y a pas besoin d'en mettre. Ouais, puis travailler dans la crainte, ça n'a jamais rendu les gens performants, hein. Exactement. Ça marche pas. Donc, on t'a annoncé en fait une bonne nouvelle comme que tu Oui. l'as prise comme une mauvaise, quoi. Bah oui, C'est ça. bah c'est ça, oui. Et alors, dans ces cas-là, attention, parce que quand on a une mauvaise nouvelle à annoncer, j'imagine pas l'état dans lequel on va se retrouver. Et d'ailleurs, je pense que je vais faire la passerelle avec comment annoncer une mauvaise nouvelle. Parce Mm. que quand on gère des équipes, c'est la partie la moins agréable, la plus difficile. Alors, il y a des degrés, effectivement. On a eu un crack chez un client important. Il va falloir trouver quel a été le problème, et faire en sorte que ça n'arrive plus. Peut-être même sanctionner s'il y a des sanctions à prendre. On n'aura pas le temps sur la durée du podcast d'entrer dans les techniques du feedback. Il y en a beaucoup, mais on va essayer de rester simple. Mm. Pour que ce soit accessible à tout le monde. Et du coup, je voudrais faire cette passerelle-là de comment annoncer une mauvaise nouvelle à quelqu'un. Ça peut être une sanction, ça peut aller jusqu'au licenciement, hein, une fois Ouais. qu'on a suivi toutes les règles du droit du Ou travail, simplement annoncer des mauvais chiffres de l'entreprise par qui exemple. peuvent entraîner des conséquences. En fait, il y a aussi un autre degré, c'est qu'une mauvaise nouvelle n'est pas forcément une urgence non plus. Non, Parce que là, c'est vrai que tu parlais du cas chez notre client avec le crash qu'il y a eu du site e-commerce. C'est une urgence. C'est une mauvaise nouvelle qui entraîne. Enfin, c'est une urgence qui entraîne une mauvaise nouvelle. Mais c'est pas forcément ça. Nous, on l'a eu aussi le cas d'annoncer on des l'a eu, mauvaises nouvelles. et je voulais y venir parce que, par exemple, je ne sais pas si on a tout à fait le droit d'en parler, mais on va en parler quand même, c'est pas grave. Je couperai au montage au Euh, pire. J'ai peur. On a eu un cas où Clara et moi on s'est retrouvés en phase de recrutement. On devait recruter une nouvelle assistante commerciale, pas en remplacement de quelqu'un, mais en appui, parce que l'équipe grandissait, parce que Oui, il y avait un besoin. il y avait un besoin, et que ça a été validé par la direction. Il fallait recruter.
En plein milieu du process de recrutement, on a reçu un coup de fil qui nous disait que rien n'allait, que la société n'allait finalement pas bien et que plutôt que de recruter, il fallait se préparer à annoncer des mauvaises nouvelles Et des départs. et des départs à certaines personnes. Euh, et ça, pour moi, c'est une erreur qui est absolument fondamentale dans le sens où vous imaginez bien qu'on n'arrive pas d'une situation tout en haut à tout en bas Mm. en une demi-journée. C'est impossible. Pour moi, la première résolution à prendre quand on doit parler, quand on doit faire du feedback, parce que le feedback, c'est pas que du personnel, c'est aussi sur la société, Mm. c'est d'être un minimum transparent sur ce qui se passe dans la boîte. Et ben c'est quand on sait qu'il y a des difficultés, de ne pas lancer un recrutement. Parce que ça rejoint le côté manque de courage managérial, hein. C'est-à-dire qu'on a lancé le recrutement, mais finalement je peux plus, mais j'ose pas trop le dire. Donc je vais les laisser, et puis au moment de recruter vraiment, On mettra un on stop. mettra un stop. C'est bien pour personne. Voilà. Et donc, une mauvaise nouvelle, elle est de toute façon beaucoup mieux acceptée quand on a le contexte qui va autour. C'est tout à fait normal. Si je dois annoncer à un commercial qu'il n'a pas sa prime annuelle parce que les chiffres n'ont pas été réalisés, que je m'appuie sur des choses qui sont factuelles, franchement, il va pas être content de ne pas avoir sa prime. Mais il est en capacité de le comprendre. Absolument. Et il n'y a pas de raison de râler ou de ruminer trop longtemps parce Mm. que le contexte, il est connu. Et c'est pareil, moi, on l'entend beaucoup, ça, mais je pense qu'il y en a beaucoup qui l'ont déjà vécu, cette situation de dire, bah voilà, moi, je suis surchargée de travail. Par exemple, je sais pas, j'avais un alternant il y a 2 ans qui m'aidait avec moi, mais comme les aides de l'État sont plus les mêmes, bah aujourd'hui, on recrute plus de l'alternant. Mais moi, ça me met en difficulté parce que j'ai du travail, j'ai une charge de travail qui est juste immense. Et quand je demande à ce qu'on recrute pour ouvrir un nouveau poste et m'aider, on me répond qu'on n'a pas le budget. Alors oui, on n'a pas le budget, c'est qu'un début de la réponse en fait. Expliquez pourquoi vous n'avez pas le budget. En fait, c'est encore une fois, c'est aller vraiment jusqu'au bout des choses. De dire voilà, en fait, on n'a pas le budget parce que j'en sais rien, les aides gouvernementales au recrutement en alternance sont plus les mêmes aujourd'hui, que on n'a pas généré de nouveaux clients ou alors qu'on a perdu tel client et du coup ça nous empêche en fait de payer le salaire d'un alternant ou d'une nouvelle recrue sur un an et de pérenniser la chose. Ou alors on veut pas recruter en alternance si on n'est pas en capacité d'embaucher derrière. On connaît pas trop les prévisions à 2 ans, 3 ans, ce genre de choses. Voilà, là vous avez votre réponse en fait qui est complète. Simplement faire un feedback en disant non, on recrutera pas parce qu'on n'a pas le budget, ou non, on n'investira pas dans telle solution, telle chose, etc. pour faciliter la vie parce que ça coûte trop cher et qu'on n'a pas le budget aujourd'hui, c'est pas une réponse forcément suffisante. Ouais. Peut-être qu'il faut creuser un peu plus derrière et expliquer en fait combien ça coûte réellement. Nous, on avait le cas aussi sur combien ça coûte réellement. Ça, c'est du feedback, ça rentre dans le feedback aussi. Des collaborateurs qui jugeaient qu'ils n'avaient pas d'avantages sociaux. En disant non, mais de toute façon, moi, j'ai pas d'avantage social à travailler ici, ou ce genre de choses. Et en fait, quand on creusait et quand on posait la question au RH ou aux dirigeants, on se rend compte que par exemple, ils avaient 100% de la mutuelle qui était prise en charge et de la prévoyance. En fait, pour eux, c'était normal. C'était de l'acquis. Mais si on ne rappelle pas régulièrement ce que c'est vraiment et ce que ça concerne vraiment, ça restera de l'acquis et du normal dans la tête de tout le monde. 100% de la mutuelle, peut-être que ça représente 2 500 € ou 3 000 € d'économie par an que tu paierais dans une autre boîte. Donc en fait, voilà, il faut parler chiffres, il faut parler concret, et ça, c'est une manière aussi de faire du feedback qui soit clair. Je voudrais citer une entreprise dans laquelle je suis intervenu il n'y a pas longtemps, qui s'appelle Tikamoon, qui est dans le Nord. En échangeant avec eux, ils m'ont dit qu'ils avaient mis en place une chose, c'est une fois par mois, ils font une espèce de global review, pour reprendre les termes anglophones, mais voilà, en visio à l'ensemble du personnel, ils donnent les chiffres, ils expliquent ce qui se passe dans l'entreprise. Et comme c'est du e-commerce, dans le meuble, il y a eu une période un peu troublée, voilà, dans laquelle ils ont tenu bon, mais en tout cas, ils n'ont rien caché à leurs salariés et ils étaient au courant.
tous les mois. En fait, quand on donne du contexte comme ça de manière régulière, vous facilitez la tâche pour arriver au moment où il va falloir annoncer que cette année, il y aura une augmentation qui sera moins bonne que les années d'avant. Alors, je dis pas que c'est le cas pour cette entreprise, je ne sais pas, hein, mais en tout cas, j'imagine bien que ça aide si jamais ça doit arriver. Si on est transparent, on n'est pas obligé de tout dire, mais si au moins on est capable de donner à ses salariés le chiffre d'affaires de l'entreprise, le résultat à la fin de l'exercice, oui, on comprend effectivement beaucoup mieux que l'enveloppe à se partager à la fin, elle est soit très grande, soit très petite, mais finalement, vous n'aurez peut-être même pas besoin de l'expliquer puisque ça s'est fait tout au long de l'année. Donc, le meilleur conseil qu'on puisse donner pour faciliter le feedback, finalement, c'est de ne pas avoir à en faire de manière trop régulière, et d'ancrer ça dans des rituels, en fait, et en étant les plus transparents possible, parce que quand tu dis aussi, communiquer sur les chiffres, même quand ils sont pas bons, ça peut provoquer autre chose aussi, c'est que les mecs, s'ils sont attachés à leur boulot, s'ils sont attachés à leur mission, s'ils sont attachés à leurs collègues et s'ils sont attachés du coup à l'entreprise en règle générale, ils vont s'arracher. Et ils vont peut-être donner aussi encore un peu plus d'eux-mêmes pour essayer de remonter la pente, quoi, et de redresser la barre pour réatteindre des objectifs qui soient suffisamment bons pour l'entreprise derrière. Donc, si votre marque employeur, elle est top, si votre expérience collaborateur chez vous, vous la soignez et vous faites attention à chaque étape du parcours, si y a de la collaboration et que les gens s'entendent et que vous faites vivre vraiment votre culture d'entreprise derrière, en cas de difficulté, en fait, vous avez simplement à les communiquer et normalement, ils quitteront pas tous le navire, quoi. Parce que nous, c'est ce qu'on a connu aussi. Première difficulté financière d'une entreprise, tout le monde a quitté le navire. Mais oui, parce qu'ils n'avaient pas envie de se battre pour une entreprise dans laquelle il y avait plus de lien. Il y a aussi, on se rend compte quand on fait des audits en entreprise, on a encore beaucoup trop de collaborateurs qui nous disent découvrir des choses ou pendant l'entretien annuel, c'est-à-dire qu'on leur fait beaucoup de reproches à ce moment-là. Et puisqu'on se base sur les anecdotes de notre vie, moi ça me fait penser à mon tout premier job. Je vais les citer parce que comme ça c'est pas très grave, mais j'ai été recruté chez Michelin à la sortie de mes études. J'étais super content. 3 mois de je souris parce que je connais l'anecdote. de période d'essai, franchement, qui se sont passés de manière complètement idyllique, quoi. C'était parfait, j'avais des bons feedbacks, on était notés et tout, aucun problème. Et le dernier jour de la période d'essai, ils reçoivent tout le monde un par un. Et on dit, en gros, toi tu restes, toi tu sors, toi tu restes, toi tu sors. Et moi je suis sorti. Toi tu vis, toi tu meurs. Voilà, exactement. Et moi on m'a dit, non, tu meurs, ça va pas le faire. Ok, pourquoi et j'avais l'impression de découvrir des choses. Alors est-ce que c'était vrai, est-ce que c'était pas vrai? Mais c'est même pas le débat. Mais j'ai découvert beaucoup de choses ce jour-là, alors qu'en fait, peut-être que un débrief pendant ces 3 mois, si vraiment je travaillais mal, m'aurait peut-être fait réagir et changer les choses. Encore aujourd'hui, je sais toujours pas ce qu'on me reprochait, mais en tout cas, quand on découvre des choses pendant un entretien pour un feedback négatif, franchement, c'est catastrophique parce que je peux vous dire que les écoutilles, elles se referment complètement. C'est un peu le ciel qui te tombe sur la tête. En fait, ça se rapproche de ma première anecdote au moment de passer en CDI derrière. C'est qu'en fait, tu te dis, mais même parce qu'effectivement, moi, j'ai dû en faire des erreurs. Enfin, je veux dire, on n'est pas parfait tout le temps. Et j'ai dû en faire, mais peut-être des dizaines. Et en fait, le problème, c'est que si on ne te dit pas sur le moment, mais tu peux pas t'améliorer. Et en plus de ça, comme tu dis, quand ça te tombe dessus à l'occasion d'une fois par an, un entretien annuel en disant voilà, cette année, tu as fait ça comme connerie, ça. Du coup, on va pas t'augmenter. Il y a de quoi le prendre très très mal parce que ça donne même pas l'opportunité à la personne de se corriger. Ouais. Moi, je voudrais conseiller de multiplier aussi les moments peut-être informels dans lesquels on peut dire
des petites choses sans rentrer dans un schéma technique du feedback où on apprend. On ne doit pas dire tu, on doit contextualiser les choses, on doit reformuler. Toutes ces petites techniques, on pourrait les donner à l'occasion de on en a podcasts. donné plein, c'est ça que je voulais dire, c'est qu'en fait finalement on en a déjà donné plein dans notre série les 4 erreurs managériales les plus fréquentes. Il y en a plein, des conseils sur comment faire un feedback en fait aussi. Et même si vous voulez pas écouter ces conseils, ne retenez qu'une chose, c'est échanger avec vos équipes de manière régulière et sincère, et pas forcément dans un bureau autour d'une table où on formalise des choses. C'est que on doit pas apprendre quelque chose de manière brutale. Oui. Je vais reprendre un exemple simple, celui du retard, parce que voilà, c'est léger, c'est pas très grave, mais quelqu'un qui est en retard une première fois, on va pas le recevoir de manière formelle dans un bureau. On va lui expliquer, écoute, aujourd'hui la réunion elle a démarré en retard parce que t'es arrivé 10 minutes après. Déjà demander une explication parce qu'il y en a sûrement une, et la deuxième, voilà, au moins le petit recadrage a été fait, on n'a pas besoin d'y revenir. Si ça recommence 2 fois, 3 fois, 4 fois, là oui, on peut lancer un feedback, voire une sanction de manière formelle, mais ce ne sera pas une surprise. Oui, et puis encore une fois, d'abord, il faut peut-être essayer de comprendre aussi pourquoi la personne elle est en retard tout le temps. Il y a peut-être des choses à mettre en place aussi pour lui faciliter peut-être un petit peu plus la vie et qui coûtent rien à l'entreprise et qui peuvent peut-être lui permettre de justement ne plus arriver en retard par la suite. On ne sait pas, il peut se passer plein de choses sur le trajet du travail. Il peut se passer plein de choses aussi au niveau des horaires. Peut-être que ça colle pas avec l'école, ça colle pas avec la crèche, ce genre de choses. Peut-être qu'il y a moyen de faire aussi des aménagements pour éviter que la personne soit en retard tout le temps. Voilà, ça se discute encore une fois. Oui, et je vais en revenir du coup. Ça me permet de revenir sur une anecdote que j'ai vécue, à laquelle je pense maintenant, sur cette histoire de retard. Je me souviens du coup de la société dans laquelle il y avait des assistantes. Moi, j'étais là aussi. On n'était pas très nombreux à l'époque. Et effectivement, le début des horaires, entre guillemets, obligatoires, c'était 8h30. Mais il n'y avait rien qui a été mis en place vraiment sur un roulement. En fait, il fallait juste qu'une personne soit là à 8h30. Et le directeur a littéralement pété un plomb. Dans l'objectif, il voulait que tout le monde soit là à 8h30. Il a pété un plomb un jour. Il a réuni du coup les 2 assistantes et moi dans le bureau. Alors moi j'étais quand même normalement un échelon un peu au-dessus, et on s'est fait engueuler comme des enfants en disant que c'était 8h30 et pas 8h30 et pas autre chose et tout. Sauf que ce qu'ils ne savaient pas, c'est que moi je déposais mes enfants, à l'époque c'était à la crèche, à 8h20, donc j'arrivais à 8h40, 45. Et puis en plus moi j'avais pas besoin de répondre au téléphone. Donc, au standard. Donc aucun intérêt. Les autres assistantes, sur les 2, il y en a une qui était même pas au courant qu'il fallait arriver à 8h30. Dans sa tête, c'était 9h parce qu'on lui avait dit 9h pendant les entretiens. Et vraiment, on s'est fait pourrir comme des enfants. Moi, je me souviens d'être allé le voir après en lui disant: mais attends, tu peux pas faire un truc comme ça. Il me dit: non, mais t'inquiète pas, c'est pas pour toi. J'y étais quand même, et je l'ai pris pour moi. Donc déjà, quand on a quelque chose à dire à quelqu'un, on le dit à quelqu'un, on le dit pas à tout le monde. C'est une petite règle de base. Voilà. Pas de feedback en réunion, notamment ciblé. Et puis deuxièmement, avant de se lancer dans une tirade négative et dangereuse, on essaye de comprendre pourquoi. Parce qu'il y a peut-être quelque chose effectivement derrière. Si on sort de cet exemple-là, ça peut être quelqu'un, j'en sais rien, qui est en phase de divorce et qui du coup, qui a une nouvelle organisation de travail. Ça peut être un déménagement en cours, ça peut être plein de choses. Mais si on n'en parle pas de manière, encore une fois, régulière, et qu'on n'a pas pris la mesure du sujet, qui se règle en plus tellement facilement, une situation transitoire, elle est transitoire. Quand sur 2 personnes, au moins une qui doit être à 8h30, on va essayer de leur faire confiance pour s'arranger et qu'elles trouvent un arrangement dans le planning, et qu'il y en a une des 2 qui soit là. Donc voilà, il faut communiquer de manière constante et pas forcément formelle tout le temps.
Ouais, et si on pouvait, je rebondis juste à une phrase que tu as dit, parce qu'encore une fois, moi, ça me ressaute aux yeux. C'est marrant parce qu'il y a plein de choses que j'ai oubliées, et en fait, c'est en parlant que ça me revient. Si on peut juste conclure par un dernier conseil, le feedback, quand on a quelque chose à dire à quelqu'un, comme tu dis, on le dit à la personne et on ne prend pas en témoin 5 autres derrière, ou on le fait pas en groupé, en tir groupé, parce qu'on n'a pas le courage de le dire à la personne concernée. Moi, j'ai assisté à une scène un jour d'humiliation publique, quoi. Je rentrerai pas dans les détails par respect pour la personne aussi qui l'a vécu, mais c'était terrible. C'était terrible. On m'a appelé parce qu'il fallait faire un feedback négatif à quelqu'un sur un comportement qui avait été jugé inadapté, que moi je n'ai pas trouvé non plus incroyable, quoi. Mais bon, bref. Au final, on s'est retrouvés à 5 dans un bureau avec le directeur qui humiliait l'alternant, quoi. Ouais. Et c'est une scène que je m'en rappellerai toujours, tellement que ça m'avait foutu en colère. Tellement que j'ai pas accepté. D'ailleurs, je l'ai dit à ce moment-là. Je l'ai dit dans la pièce que moi, j'étais pas d'accord avec ça et que, enfin, me faire venir pour ça, c'était loin d'être une bonne idée. Mais voilà, quand on doit faire un feedback à quelqu'un, on prend ses responsabilités aussi. On s'arme de courage managérial. Oui, soyez courageux. Donc, regardez l'épisode si ça vous en dit, si vous voulez en apprendre un peu plus sur le courage managérial. Mais voilà, on ne prend pas à partie une personne devant d'autres. Ça s'appelle de l'humiliation et ça peut s'apparenter à du harcèlement aussi. Voilà, et c'est le principal conseil qu'on va donner, c'est prenez en compte les émotions des gens que vous avez en face de vous. Ça va beaucoup vous aider. Nous, on a la chance de donner des cours en école de commerce aussi, et on fait plein de petites scénettes. Et c'est vrai que l'exercice du feedback, moi, il y a quelque chose qui me revient toujours, c'est ils mettent beaucoup de temps à rentrer dans le vif du sujet. Tourner autour du pot. Moi, le seuil... Vraiment, le seul vrai conseil, c'est ça, c'est si on tient compte des émotions des gens, en fait, ça sert à rien de maintenir un faux suspense qui va durer 10 minutes. Allez, il faut être courageux. Clara, je te reçois aujourd'hui parce que tes chiffres sont catastrophiques depuis 2 mois maintenant. Le début de Pop Mood. et j'aimerais qu'on en parle. Ok, non, c'est pas vrai en plus. C'est faux, c'est absolument faux. Et j'aimerais qu'on en parle. Ok. On sait de quoi on va parler. C'est pas une surprise pour elle parce que peut-être qu'elle sait que ses chiffres ils sont pas bons. Voilà. Et à l'inverse, Clara, je te vois aujourd'hui parce que voilà, ça fait 1 an, ça se passe bien, on est content. Et peut-être que éventuellement, j'imagine te placer à la tête de l'équipe, mais je suis pas encore sûr. Non, c'est pas comme ça qu'il faut faire. C'est Clara, je te vois aujourd'hui parce que tu vas passer manager à partir de dans une semaine, si tu l'acceptes. Ça, on fera un autre podcast aussi sur pourquoi les gens refusent d'être manager aussi aujourd'hui. Mais en tout cas, ça permet de faire baisser la pression et voilà, et de savoir de quoi on va parler. Voilà. Moi, je l'ai vécu trop de fois, ce moment où on a 10 minutes, 15 minutes, où on sait qu'il va se passer quelque chose, mais on ne sait pas quoi. Merci, Johan. Merci à toi, Clara. Et comme ça, avec toutes ces anecdotes, vous avez les raisons de pourquoi on a créé Pop Mood. Exactement. Toutes ces péripéties vécues personnellement, bon, rien d'exceptionnel. Je pense qu'il y en a vraiment beaucoup qui ont vécu les mêmes choses que nous. Mais voilà, plein d'erreurs comme ça qu'on a faites aussi, parce qu'il faut le dire. Nous, on en a fait plein. Moi, j'en ai fait plein aussi, des erreurs avant de me former, en tout cas, au management et à tous ces sujets de marque employeur. Que je ne referai plus aujourd'hui. Et c'est pour ça qu'on s'est dit, allez, faut créer quelque chose, en fait, pour tirer de ces expériences du positif et de l'apprentissage aussi. Merci. C'était un bon podcast, encore une fois. Voilà, on a dépassé le temps prévu. Désolé, vous allez nous écouter pendant 35 minutes. Mais n'hésitez pas, du coup, si vous avez aimé cet épisode, à liker, à commenter, à le partager autour de vous. Et puis, on se retrouve le mois prochain pour un nouvel épisode. Et on a un épisode spécial invité qui va arriver et je pense qu'il va beaucoup vous plaire. En tout cas, nous, on a hâte de le tourner. Et c'est en juillet. À la prochaine fois. Ouais, alors je sais pas exactement, je voudrais pas faire du teasing et annoncer une date qui serait pas la bonne, mais normalement un tournage en juillet et puis je pense qu'il sortira sur les plateformes dans la foulée. Merci beaucoup. Merci, à bientôt. Au revoir.